Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB et à Débat des Presses. Le décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB, c'est chaque dimanche en direct à partir de 11h et c'est avec les meilleurs analystes et éditorialistes de la presse au Burkina Faso. Ce matin, 3 sujets de débat convoqués à la discussion. D'abord, la question de la réconciliation nationale. Zéphirin Diabré, le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, qui dévoile sa feuille de route de ses activités qui vont mener au Forum national sur la réconciliation. Mais on aura compris que les choses sont plus compliquées qu'elles ne l'étaient au départ dans la réalité. Notre monsieur réconciliation, qui devrait organiser un forum avant le 6e mois du nouveau mandat de Roch-Marc Christian Kaboré, veut se donner encore du temps pour conduire le processus. On parle de conseil d'orientation et de suivi, on parle de comité d'experts, on parle de comité de pilotage ou de rédaction, bref, des activités qui vont mobiliser des ressources financières, humaines et matérielles pour un processus qui paraissait pourtant simple au départ. Et que dire donc de stratégies déclinées? Faut-il désespérer du processus de réconciliation nationale entamé au Burkina Faso? On en parle à débat de presse ce matin. Et ce matin également, le Mali avec la France qui passe à l'action après avoir menacé de suspendre sa coopération militaire avec Bamako. Une décision qui fait suite au second coup d'État du colonel Assimi Goïta et de ses camarades militaires à la tête du pouvoir à Bamako. Pour Paris, l'opération Barkhane se poursuivra donc en solo. Comment comprendre la décision de Paris si l'on sait que la présence française au Sahel vise simplement à lutter contre le terrorisme dans la base sahélo-saharienne? Et y a-t-il d'autres raisons inavouées ou peut-être inavouables à cette décision? Quelles sont les conséquences de cette décision pour les autres pays touchés par le djihadisme au Sahel? Réponse avec nos invités. Et avec nos invités, après 10 ans d'absence, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'apprête à rentrer. Cette annonce participe d'un geste d'apaisement du pouvoir ivoirien qui n'a peut-être pas d'autre choix que d'aller vers la réconciliation. Comment ce retour est vu du côté des partisans de l'ancien président? Ce retour saura-t-il exorciser les démons de la division en terre de Burni? On en parle avec nos invités. Nos invités, c'est d'abord Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, analyste politique. Bonjour Bari. Bonjour Fousseni, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse ce matin, Boukari Ouba, journaliste, éditorialiste et analyste politique. Bonjour Boukari. Bonjour Monsieur Kindo. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité, Paul Mikirwamba, directeur général de LCA, journaliste, éditorialiste et analyste politique. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kindo et bonjour. Et merci d'être là pour le débat. Et puis quatrième invité, Albert Nagrego, journaliste, éditorialiste et analyste politique. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Mais d'abord, pour commencer, Albert, l'horreur, la barbarie, la bêtise humaine érigée en conduite, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Et le terrorisme qui a frappé le Burkina Faso depuis 2015, plus d'une centaine de civils massacrés dans une attaque à Sol-An. Nous ne sommes pas très loin de Seba, le chef-lieu de la province du Yaga. Un deuil national de 72 heures a été décrété par les autorités à compter du samedi 5 juin. Vous, au niveau de votre rédaction, comment vous avez accueilli cette triste nouvelle? Merci Fousseni, il faut le dire, c'est douloureux. Il n'y a pas assez de mots pour qualifier ce qui vient de se passer parce que c'est un bilan qui est lourd et on se pose la question de la manière. L'acte a été posé de façon inhumaine, on peut le dire ainsi, parce que quand on vous explique que des gens sont entrés dans des concessions et ils tiraient sur tout ce qui bouge, que ce soit femmes, enfants et personnes âgées, il n'y a pas d'exception, c'est ce que le communiqué du porte-parole du gouvernement faisait savoir. Et les témoignages également recueillis sur place aussi, ça montre qu'on a à un moment de l'histoire de la lutte contre le terrorisme où il faut changer les méthodes, il faut réagir. Et au niveau du gouvernement, il faut travailler aussi pour ne pas qu'on vive ce qui vient de se passer encore à Solan. Parce que là, je sais très bien que c'est une province, pour ne même pas dire c'est une province qui est désormais hantée. Parce que voir des corps ensemble dans une fosse commune et regarder également les hangars incendiés, les boutiques, les commerces,
on peut bien se poser la question, qu'est-ce qui reste encore dans cette partie du Burkina? Surtout que Solan, ce n'est pas la première fois que dans cette partie... Ce n'est pas la première fois, c'est dans la même zone que Mansilla, que nous connaissons tous l'histoire, où on nous disait que la charia était déjà en train d'être pratiquée là-bas par les groupes armés terroristes. Solan, le maire, on sait bien qu'il y a des conseillers municipaux qui ont été enlevés, exécutés également. Solan, c'est pas loin de Seba. On sait aussi que Solan, il n'y a pas longtemps, à peine un mois de mai, on a suivi un reportage sur la RTB où le ministre Chérif Sy, le ministre de la Défense, y était, avec également des officiers supérieurs qui parlaient, qui disaient que tout allait bien et que les populations vaquent à leurs occupations. On s'étonne qu'à peine un mois, une telle situation arrive dans cette localité. Ce qui est à déplorer, c'est aussi la méthode, que ce soit de l'armée ou du gouvernement burkinabé. On a remarqué que depuis 2015 jusqu'à ce jour, on n'a pas forcément tiré assez de leçons. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation pareille, le temps de réaction est très faible. Le temps de réaction est resté le même parce que des gens qui s'attaquent à un village, selon les dires, à 2 h du matin et jusqu'à 6 h du matin, on voit pratiquement pas une intervention du côté de l'armée burkinabé. On peut se poser la question, qu'est-ce qui a pu bien militer en faveur de cette lenteur-là? Donc aujourd'hui, on devrait travailler, on devrait réduire au maximum le temps de réaction dans des situations pareilles. Et autre chose aussi, il faut se poser la question, est-ce qu'à ce rythme, le pays ou une partie du pays n'est pas véritablement tombée entre les mains des groupes armés terroristes? Parce que je pense qu'après ce qu'on a vu, il ne faut pas s'étonner que des populations trouvent des initiatives locales et négocient avec des groupes armés terroristes, comme on le voit dans la province de l'Oroum ou encore dans d'autres localités, pour pouvoir trouver la quiétude de vivre en paix, que de vouloir compter sur l'autorité centrale et puis après on vit dans un bain de sang. Parce qu'à ce rythme, je suis sûr que les populations vont beaucoup désespérer de l'État central et on devrait travailler à redorer le blason. Sinon, ce n'est pas du tout agréable. C'est dommage aussi parce que quand on regarde la gestion de cette affaire depuis hier, du côté de l'exécutif, on peut bien se poser la question, est-ce qu'on a pris conscience véritablement de la gravité de la situation ou bien c'est parce qu'on est impuissant face à l'action et qu'on reste comme ça, comme le citoyen lambda, pour pleurer et se contenter également des déclarations et observer les choses. C'est vraiment triste quand on regarde la gestion de l'affaire, plus également ce qui s'est passé, les deux mis ensemble, ça complique davantage la situation. Oui, Abdoulaye Bari, est-ce qu'on a touché le fond? C'est triste. Avant tout, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de ces civils innocents arrachés à notre affection par la barbarie à outrance. Du sang, trop de sang donc a coulé sur le sol du Burkina, surtout à Solan. Oui, on a touché le fond parce que quand même depuis, on ne va pas dire depuis 2015 dans l'histoire du Burkina, je pense qu'on a rarement vu un drame de cette ampleur-là. On a touché le fond, les mots nous manquent quand même pour dénoncer, pour témoigner notre douleur face à ce qui est arrivé à Solan. Mais il ne suffira pas non plus de nous apitoyer, de rester au niveau de l'émotion. C'est arrivé, il faut tirer les leçons et faire en sorte que ça ne puisse plus se reproduire sur le sol du Burkina. On est face à l'hydre terroriste qui multiplie donc, on va dire, des stratégies pour s'aimer plus de terreur, pour s'aimer plus de douleur, que ce soit au niveau des civils ou au niveau des militaires. Mais il est important que Solan nous donne une occasion pour un sursaut collectif national, pour nous réinterroger davantage sur la stratégie de défense nationale, si elle existe véritablement. Donc s'interroger sur le système de défense nationale pour tirer les leçons et faire en sorte qu'on puisse mettre en place des mécanismes sécuritaires et de défense nationale qui puissent éviter au pays tout ce drame. Il est évident que on ne va pas rentrer dans les accusations, c'est peut-être pas mon rôle de situer les responsabilités, mais quand on porte un regard un peu sur ce qui se passe dans le pays, si on n'agit pas, je touche à du bois,
ce ne serait pas la dernière fois parce que vous voyez, on a un territoire qui a été laissé. Il y a une partie du territoire, il faut qu'on ait le courage de le dire, une partie du territoire qui est contrôlée depuis 3 ans par des terroristes qui ont pris des populations civiles en otage et qui mènent des activités criminelles sur place, qui leur apportent de l'argent, donc qui leur permet de recruter davantage, de se renforcer davantage. Et donc, s'ils ont un territoire et qu'ils ont un arsenal militaire, ils ont finalement des ressources financières, c'est évident que ça va les renforcer. Et donc, il est important que dans la stratégie nationale du Burkina, on puisse avoir une certaine cohérence dans les différentes actions en termes de commandement militaire et de gouvernance civile de l'armée, parce que le problème se pose, c'est beaucoup moins un problème de matériel, d'équipement dans les mains des forces de défense et de sécurité qu'un problème réel de cohérence de la stratégie de défense, cohérence entre le commandement civil, la gouvernance civile de l'armée et le commandement militaire. Il faut le dire, il est temps qu'on... Il y a notre confrère de l'événement qui faisait une annonce, un article dans lequel il annonçait, il révélait des bisbilles entre les hauts gradés de l'armée. Est-ce que cela peut davantage compliquer la situation sur le terrain? On est dans une situation grave qui nécessite une certaine cohérence dans le commandement militaire, mais aussi la gouvernance civile de l'armée. Quand je parle de la gouvernance civile, vous voyez de quoi je parle. S'il n'y a pas de cohérence, dans ce cas critique-là, on ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Il y a un problème. Il faut décomplexifier certaines questions. Oui, bien sûr, tout le monde le sait. Depuis 3 ans, on sait que ça ne va pas en termes entre le commandement militaire et le commandement civil du pays. Tout le monde le sait. Depuis 3 ans, en Conseil des ministres, on sait comment ça se passe. Tout le monde sait que ça ne va pas entre ces gens qui sont appelés à se donner la main pour donner plus de force à l'armée nationale afin de faire face à l'ennemi. On sait que ça ne va pas. Ce n'est pas un secret. Donc, il faut mettre un terme à ça. Et je pense qu'il est important qu'à ce moment critique de l'histoire de la nation, on tire les leçons et on prenne des mesures à la hauteur du forfait qui est arrivé. Oui, Boukari Woba, votre réaction? Je ne sais pas trop. Jusqu'à ce matin, je me demandais encore s'il faut venir à cette émission-là. Surtout s'il faut parler de ce sujet-là, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que les faits sont connus et je crois qu'il n'y a pas lieu de s'attarder encore sur les faits. Plus d'une centaine de 132 morts selon le ministre porte-parole du gouvernement hier sur nos antennes. Et maintenant, tout ce qui est important, c'est la réaction, c'est la perspective. Or, à ce niveau, je crois que la perspective, elle est quasiment nulle. Quasiment nulle, pourquoi? Parce que depuis hier, jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, si je vous dis de dire ce qui est fait, en termes d'actes forts ou d'actes concrets tout simplement au niveau de l'exécutif burkinabé, peut-être que vous êtes mieux renseigné que moi, mais moi je n'en vois pas. Je sais seulement qu'il y a eu un deuil national qui a été décrété et puis quoi, rien d'autre. Et quand encore ce matin, j'apprends sur nous-mêmes depuis la nuit d'ailleurs que les mêmes groupes armés qui ont fait plus de 130 morts sont revenus, ou en tout cas étaient en train de revenir, effectivement ils sont revenus, et qu'ils ont détruit ce qui restait, emporté certains biens. J'ai dit, mais c'est suffisamment grave. On est face pratiquement à un mensonge d'État, parce qu'on nous a fait savoir qu'après l'attaque, il y avait un ratissage qui était en cours, et on a même promis que ce ratissage devait effectivement nous ramener les coupables de ce drame-là. Donc, comment comprendre pendant qu'un ratissage devrait être en cours dans la même localité, les mêmes terroristes puissent revenir? Et on sait encore, je crois que c'est Albert qui le rappelait, qu'il y a eu une opération pas si longtemps que ça, à peine 1 mois, où le ministre de la Défense s'est rendu dans la même localité. 17 mai, d'accord, aujourd'hui on n'est même pas encore au 17 juin, donc moins d'1 mois. Le ministre de la Défense s'est rendu donc à Seba. Je suppose qu'il n'est pas allé seulement s'arrêter à la préfecture de Seba. Donc s'il est à Seba, quand même 15 km de Seba, on devait avoir rayonné tout ça. Et on n'est pas allé pour faire des tirs de sommation pour effrayer les terroristes. Moi, je pense qu'on était allé pour les capturer s'il y a lieu, et non pas seulement faire des tirs de sommation pour les effrayer et puis revenir à Ouagadougou. Et donc, à peine 1 mois après, ils reviennent sur les traces même donc, de nos forces de défense et de sécurité, de nos autorités militaires,
pour commettre ce drame-là jamais vécu dans notre pays, en tout cas de l'histoire du terrorisme depuis 2015. Là, on n'a jamais atteint un tel effectif. À Capuchino, on a eu 30 morts, à Aziz Tamboul 18, je crois. Bongo, c'était 38 ou 37. On n'a jamais atteint donc une telle ampleur. Je ne parle pas du cas de Yirou parce que c'est un cas assez particulier. Donc c'est inexplicable, Et quand on pense qu'on a un pays de 274 000 km², parce que souvent on a tendance à nous dire, écoutez, c'est une guerre asymétrique, le Burkina n'est pas seul dans cette situation, on vit la même chose au Mali, on vit la même chose au Niger. J'ai dit, arrêtons les comparaisons. Moi, aujourd'hui, quand je regarde la manière dont l'armée malienne ou nigérienne se défend, quelque part, je leur trouve des circonstances atténuantes au regard de la dimension de leur pays. Le Niger et le Mali, chaque pays fait au moins 1 million de fois plus que le Burkina Faso. C'est plus d'1 274 000 km² ces pays-là. Et nous, avec 274 000 km², on n'est pas capable de sécuriser ce pays-là. On n'est pas capable de sécuriser des zones qui sont en situation d'état d'urgence et qui doivent être sous couvre-feu. Mais c'est la capitulation. C'est la capitulation, d'autant plus qu'effectivement, depuis hier, comme je l'ai dit aussi en termes de perspective, il n'y a rien, tout simplement parce que le chef de l'État même ne s'est pas encore exprimé. On ne peut pas enregistrer plus de 130 morts et que tout ce qu'on a aujourd'hui de la part du président, c'est un message sur les réseaux sociaux. Mais c'est impossible, le pays n'est pas gouverné, s'il vous plaît. Je crois que jusque-là, on n'a pas de mots pour qualifier la situation. On dit, on est trop tendre. Paul Miki Jouamba. Je pense qu'on est, comme Oba l'a dit, on est doublement peiné. D'abord peiné par ce drame que nous avons vécu malheureusement dans la nuit du vendredi à samedi, avec un bilan jamais égalé au Burkina depuis la récente histoire du terrorisme dans notre pays. Et peiné également de la façon dont cette situation est gérée par ceux qui sont censés nous diriger. C'est quand même assez regrettable parce que moi, personnellement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, quand il y a un drame pareil, ce sont les mêmes choses qui se font. On a un communiqué qui sort, on a quelquefois un deuil national qui est décrété en fonction justement du bilan ou en fonction de la qualité des personnes décédées. Et après, ce sont des condamnations de principe sur papier, ce sont des mots de condoléances et après, on recommence. On a l'impression justement qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait. Je crois que ce drame-là, qui est arrivé donc dans la nuit de vendredi à samedi, devrait sonner comme une forme de déclic. Je crois qu'il faut faire autre chose qu'on n'a jamais essayé depuis donc qu'on est dans cette histoire du terrorisme. Parce qu'un peu trop, c'est trop. J'ai eu le sentiment aussi que les terroristes ont montré un tout petit peu au ministre de la Défense et ses hommes qui ont fait un tour là-bas il y a à peine 2 semaines, qu'eux aussi sont là. Effectivement, c'est comme une campagne de communication. Ils ont fait cette irruption dans la commune de Solhan. Il est important de rappeler que ce n'est pas un petit village, c'est quand même un chef-lieu de département, c'est un chef-lieu de commune, même si les autorités ont quitté la localité depuis un certain temps parce qu'avec cette histoire de terrorisme-là, moi j'ai eu la chance de connaître cette localité, c'est quand même une certaine densité de la population. Vous imaginez déjà que des gens fassent irruption dans un tel village et qu'ils se mettent donc à ouvrir le feu avec l'objectif d'avoir le maximum de victimes sur le carreau. Et il n'y a pas eu de réaction comme les uns et les autres l'ont dit depuis un certain temps. On a vu qu'il y a une base militaire basée donc à Seba, à quelques kilomètres de là. On se pose toutes les questions sur cette histoire donc, de riposte qu'il fallait donc apporter lorsqu'il y a une attaque pareille. C'est vrai qu'on n'est pas dans le secret des dieux militaires, mais on peut tirer la conclusion, comme Barry l'a dit, qu'il y a un souci justement au niveau donc, du commandement de l'armée. Et je crois d'ailleurs qu'à partir de cet instant, une enquête va être ouverte parce que quand même, il va falloir situer les responsabilités. C'est vrai que le ministre de la Défense nous avait demandé de ne pas brasser la bière en disant que les militaires ne font rien. Mais je crois que de ne pas mousser les bières en disant que les militaires ne font rien, que ça fait mal quand il y a ce genre de critiques. Mais ça fait plus mal quand on voit quand même qu'il y a des événements pareils que dans un pays qui est non seulement gouverné, mais un pays qui est aussi protégé par une force armée qu'on connaît, qu'il y ait de telles situations. Bon,
aujourd'hui, malheureusement, on ne saura pas la vérité quand on sait qu'il y a la grande muette, quand on sait également que les volontaires pour la défense de la patrie, dont l'un des rôles, c'était justement de faire en sorte qu'il y ait la transmission de l'information entre eux et puis les forces de défense et de sécurité. On a très peu de chances d'avoir donc des réactions, des témoignages de la part de ces personnes-là. Certainement que certains d'entre eux y ont laissé la vie malheureusement. Donc on se pose la question de savoir est-ce qu'on saura la vérité sur exactement ce qui s'est passé donc à Solhan et comment cette histoire donc a été gérée par l'armée burkinabé. Ce n'est pas des accusations, comme Barry l'a dit aussi, ce n'est pas le moment d'accuser qui que ce soit, mais il faut comprendre que les Burkinabés de façon générale sont suffisamment sidérés et puis affligés par ce drame que nous avons vécu. Et on espère effectivement que on va donc sortir de telles situations. D'ailleurs, je voudrais donc faire remarquer aussi qu'on s'est réveillé hier matin avec la nouvelle et le décret effectivement sur le deuil et qui a été donc signé par le président du Faso. On a eu le sentiment que les choses se sont faites dans une certaine précipitation puisque selon le communiqué, on est en deuil 2 heures avant même l'attaque puisque les événements se seraient déroulés entre 2h et 6h du matin. Ce sont des erreurs à corriger de par le passé, mais je pense qu'au-delà de cela, il y a une action forte. C'est un déclic Solhan et il va falloir donc que, comme Oba l'a dit aussi, que le président de Faso ait un discours pour dire désormais qu'est-ce qu'on va faire. On n'ose pas croire qu'il n'y a pas de stratégie comme l'avait dit son premier ministre à l'Assemblée. Oui, et Abdoulaye Barry, et dans ces conditions, quelle doit être la réaction des autorités, des populations? Paul l'a dit, le maillage du territoire aussi y est pour quelque chose. Solhan, c'est une zone parfois difficile d'accès, mais n'en demeure pas moins que nous avons le droit d'être protégés. Oui, absolument. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, il faut interroger notre stratégie de défense nationale. Est-ce qu'il y a une certaine cohérence dans cette stratégie, si elle existe véritablement? Il est important de tirer les leçons de l'engagement face au terrorisme depuis 2014. Quels sont les points essentiels de la stratégie de défense nationale qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas en termes d'équipement, en termes de commandement? Donc il est important, comme je l'ai dit tout de suite là, d'avoir une certaine cohérence. Parce que si vous avez un ennemi de cette nature-là, vous ne pouvez pas passer votre temps vous-même à vous combattre par des... C'est pas possible, vous ne pouvez pas vous combattre. Est-ce que, Barry, la cohérence dont vous parlez ici ne signifie pas simplement sincérité les uns à l'égard des autres? Oui, il faut qu'il y ait de la vérité, mais il est important qu'on laisse chacun faire ce qu'il sait faire le plus. Parce que si c'est ça la vérité, chacun n'a qu'à faire ce qu'il doit faire, ce qu'il sait faire le plus. On a qu'à mettre chacun à la place qu'il mérite. Mais si vous mélangez les choses, ça ne marchera pas, malheureusement. Oui, Albert. Je veux commencer par là où les uns et les autres parlent de cohérence. Le niveau très simple. Quand vous regardez aujourd'hui, quand une attaque arrive, en termes de communication, il y a tout un problème parce qu'on vous dira que le ministre de l'administration territoriale donne des chiffres pareils parce que le préfet ou le haut commissaire là-bas a donné des informations contraires. On vous dit que le ministre de la Défense donne des chiffres pareils parce que la gendarmerie ou la police ou encore l'armée là-bas a donné des chiffres contraires. On vous dit que la justice donne des chiffres différents parce que le procureur... Donc ça veut dire qu'à ce niveau, même à ce stade, pour construire même l'information, pour faire communiquer, c'est tout un problème parce que au niveau des institutions, on se marche dessus, on ne sait pas à qui on se fie. Ça montre que là, il y a un problème. Il faut qu'on s'organise pour dire qu'en situation pareille, voici l'autorité habilitée à communiquer et on centralise facilement les choses. Mais quand on parle également dans la cohérence, quand il parle de la cohérence, aujourd'hui, ce n'est secret pour personne. Il y a des corps qui sont là et qui ont l'air responsables, qui sont absents depuis un bon moment pour des raisons X ou Y qu'on ne remplace pas du tout. Il y a des institutions aujourd'hui où vous avez les premiers responsables et son agent ou ses intérimaires ne se parlent pas du tout. Dans l'armée, ça ne peut pas arriver, ça ne devrait pas arriver 1 à 2 ans, c'est trop. Et quand vous prenez encore le cas du conseil des ministres où des gens ne se parlent pas, il y a un problème. Encore plus que moi, ce matin, on parle beaucoup avec l'émotion parfois parce qu'on ne peut pas comprendre que face à une situation pareille où on parle de plus de 100 morts, que le conseil de ministres, même une session extraordinaire, on pourrait l'appeler comme on veut, n'ait pas eu lieu et on pense que chaque ministre est resté chez lui ou on est rentré à la maison et on se réveille ce matin encore, il n'y a rien. C'est le week-end. Le président du Faso... Albert a tellement raison. Albert, vous m'excusez, Albert a tellement raison. On est face à un mensonge d'État.
C'est-à-dire que la propagande là, ça ne peut pas apporter des résultats. On a menti au peuple burkinabé depuis 2015 sur les acquis de la lutte contre les terroristes. C'est faux. Il y a des territoires entiers qui sont occupés, de Touéni jusqu'à Loudala. On parle de Ban. Quand vous partez à Ban, tous les VDP ont été décapités. Il n'y a personne, c'est du mensonge d'État. Mansilla est occupé depuis 3 ans. Les plus hautes autorités de la République sont au courant, mais personne ne parle là-bas. Il est important d'arrêter ce mensonge-là. Mais pire, Albert, oui. plus de 100 morts. Le président du Faso ne s'est pas encore exprimé jusqu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour des donneurs de leçons. Mais je ne pense pas qu'il peut avoir encore un événement plus tragique, un événement aussi grave dans un pays, plus que ce qui s'est passé, pour que le chef d'État ne s'exprime pas. Le minimum, même quand c'est en famille, quand ça arrive, quand il y a un décès, on vient réunir les membres de la famille pour annoncer qu'il y a eu décès. Et ça, on n'a pas encore eu droit à ça jusqu'à l'heure où on parle. Chose encore qui est grave. Hier, moi je vois la mairie de Dori qui fait un communiqué pour dire que les blessés sont évacués au CHR de Dori et que les médecins disponibles sont priés de se rendre au CHR et qu'on a besoin de volontaires pour donner du sang. Aujourd'hui, c'est une affaire qui relève nationale. Ce n'est pas une commune qui doit s'occuper de ça. C'est peut-être le gouvernement qui s'est réuni pour voir là où on a besoin du sang, comment on envoie du sang à partir des centres où c'est disponible. Les médecins, s'il faut le faire, il faut le faire. Aujourd'hui, des femmes ont vu leur mari mourir, ou leurs enfants mourir. Et des maris également ont vu des femmes mourir, c'est vice-versa. La prise en charge psychologique de ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? On les laisse comme ça dans la nature, et puis un mois après, on les retrouve, et ils vont se dire qu'on est dans un état pareil. C'est compliqué. Donc moi je pense qu'au niveau de la gestion de la crise, il faut revoir. Les gouvernants apparemment n'ont pas préparé des plans de riposte ou des plans de situations en cas de catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? Et chaque fois quand ça arrive, on est surpris. Aujourd'hui, de telles attaques, la nature, l'envergure, il ne peut pas avoir cette attaque sans qu'il y ait des signaux à l'avance. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas manquer des alertes. Ce n'est pas possible. Si on n'a pas eu des alertes ou des signaux, c'est que le renseignement là, c'est à dissoudre. Tout le service de renseignement, c'est à dissoudre et on reconstitue un autre service pour pouvoir bien travailler. Parce qu'on ne peut pas être dans une région comme la région du Sahel et des informations comme ça nous surprennent ou des attaques comme ça nous surprennent. C'est-à-dire qu'il faut revoir encore le commandement, l'organisation de notre armée pour pouvoir mieux répondre. Parce que le problème, ce qui fait mal, c'est que ce n'est pas des soldats qui manquent, ce n'est pas des compétences humaines qui manquent, ce n'est pas les personnes ressources qui manquent. Parfois, c'est le commandement. C'est la méthode. Parfois, c'est tout. Et vous allez voir qu'il y a des militaires ou des gendarmes, des policiers aujourd'hui qui sont sidérés à la fois que les populations civiles. Qui ont mal parce que peut-être ils ont eu l'information à l'avance. Ils ont même alerté, mais ils n'ont pas eu de secours. Et aujourd'hui, on va tous les accuser parce que le fait est arrivé. Il faut qu'au niveau du sommet, on se réveille. On veut sentir cette collégialité-là. Aujourd'hui, on ne sent pas, on ne sent pas un gouvernement. Hier sur ce plateau, à un plateau spécial, il faut peut-être que dans les 72 heures qui suivent, on puisse avoir une réponse sur ce qui s'est passé. La réponse, on ne saura jamais, parce que les mots, comme on est en train de travailler à les neutraliser là, avec l'attaque qui s'est passée dans la région de l'Est, c'est le même discours qui a été tenu, que tout est mis en œuvre pour traquer les auteurs. Non, c'est des formules standards. C'est comme Mickey le dit, c'est un communiqué qui est là, on fait le truc. Il faut qu'on change notre méthode, il faut qu'on change, il faut être dans l'action, que d'attendre chaque fois. Il y a un problème. Et si on ne le fait pas, moi je pense que c'est grave, et là où on s'en va, ça devient très grave, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu des images circuler, où on pratique la charia dans un état laïque. Moi j'ai vu des images où des enfants ont eu des mains amputées, et des personnes adultes ont eu des bras coupés également. On vous dit que c'est dans les localités de Déou, de Monsila, et on impose aux femmes le port du voile, les hommes les pantalons courts. Donc, l'interdiction d'aller dans les champs. Je vais éviter de dire comme Barry qu'on est dans un mensonge d'État, mais si on ne fait pas attention, on va nous dire que tout va bien, ça marche, et le réveil sera douloureux parce qu'on se rendra compte qu'il y a une partie du pays où on enseigne, une langue a été imposée comme la langue d'enseignement. On va se rendre compte qu'il y a une partie du territoire où on ne fait plus de mariage, où on ne fait plus de baptême, je vais dire musulmans. On va se rendre compte que dans une partie du pays également, il y a beaucoup d'enfants qui ont des bras coupés ou des mains coupées. Et à ce moment, c'est trop tard. C'est trop tard. Oui. Boukari Bouba, pour terminer sur ce sujet. Non, je crois que le constat, c'est que nous avons failli. Et le constat, il est clair depuis au moins 2018. On peut dire 2015, 2016, 2017. On devait être dans l'apprentissage, on découvrait un phénomène, quelque chose de nouveau. Mais je vous dis, à partir de 2018, si vous regardez, même les analystes, les experts de la question, et nous les journalistes, souvent
ou parfois profanes, je pense qu'on a tout dit. J'écoute des gens parler depuis hier et je vous dis, on ne peut plus dire plus que ce qu'on a déjà dit depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et la question du renseignement, le problème c'est que tout est connu. Tout est connu. Moi, j'ai commencé à dire effectivement à partir de 2018 que nous n'avons pas un problème de renseignement. On n'a pas un problème de renseignement où à partir du mois où nous, simples kidam, nous avons des informations sur des mouvements suspects. Donc des terroristes. Et moi, je connais des situations où des populations sont allées signaler à des responsables militaires qu'il y a des terroristes qui passent par là. On les a tout simplement demandé, est-ce qu'ils vous ont fait quelque chose? Ils ont dit non. On dit d'accord, laissez-les tranquilles. Ça se passe comme ça. Et on vous dit, ceux-là qui ont commis le drame de Sol 1, dans cette nuit du 4 au 5, ils ont juste tué des gens et ils se sont retirés juste à côté pour célébrer leur victoire. Et ils ont attendu la nuit pour revenir. Et je dis, on a failli plutôt militairement. C'est vrai, on dit, la solution au terrorisme n'est pas seulement militaire. Mais je le répète encore, au Burkina, c'est que nous vivons là. La solution militaire est d'abord prioritaire. Pourquoi? Nous avons affaire à des terroristes qui sont lâches. On a peur de certains terroristes qui sont des terroristes, en fait, qui sont adossés à des dogmes forts, pour qui la vie ne signifie rien. Quand je dis la vie, en fait, leur propre vie. Ces kamikazes-là, quand vous avez peur à quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, vous ne savez plus qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette personne. Mais ici, on a affaire à des terroristes qui ont peur de la mort, qui guettent des moments de faiblesse pour venir taper et puis se retirer. Face à ce type de terroristes, il suffit de leur répondre coup pour coup. Après avoir fait autant de victimes, si on avait tué parmi eux, ne serait-ce que la moitié, je vous dis qu'ils allaient réfléchir par 2 fois avant de revenir. Et pourtant, on n'a même pas pu mettre la main sur un rat. Comment vous pouvez espérer que ces mêmes terroristes-là ne reviennent pas? Je vous dis, regardez autour de nous. La Côte d'Ivoire est en train de connaître justement l'installation progressive des terroristes. Mais ce que je salue toujours en Côte d'Ivoire, après chaque acte terroriste, on met la main sur quelqu'un. La Côte d'Ivoire a déjà jugé des terroristes. Plus d'une fois. Au Burkina, c'est depuis 2015. Hein. Nous, on n'y pense même pas. D'accord. Oui, Paul Bikibamba, deuxième sujet, dans ces conditions, comment la réconciliation va se passer? Le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale a déjà décliné sa feuille de route, mais une feuille de route qui ne rassure pas, parce qu'on voit beaucoup d'activités finalement qui nous amènent un peu loin. Non, ça ressemble finalement à un fourre-tout, c'est une forme de folklore, parce que cette question de réconciliation, si on doit donc en faire l'historique, on va dire, ça renvoie au discours politique du président de Faso lorsqu'il était à la conquête de l'électorat burkinabé en novembre 2020, où il avait donc promis réaliser la réconciliation au bout de 6 mois, il a dit. Et je crois que c'est lui qui a été élu, donc c'est son programme qui est en train d'être mis en œuvre. On l'a vu effectivement à l'action avec la nomination d'un ministre d'État chargé de la réconciliation nationale. On avait pensé effectivement que le travail allait se limiter tout au plus en quelques mois et que cette question de réconciliation, on allait en finir pour passer à autre chose. Mais bon, plus le temps avance, plus on se rend compte que le ministre Zéphirin Diabré est en train d'élargir le fauteuil qu'on lui a donné. Ça ressemble à une institution qui va donc s'inscrire encore dans la durée. D'ailleurs, on avait donc critiqué le fait qu'il y avait déjà une institution chargée de la réconciliation, notamment le HCRUN. À côté de cela, il y avait d'autres institutions de la République qui avaient un pan de réconciliation, notamment le médiateur de Faso, le Conseil économique et social et même la justice, à travers donc tout ce qu'on peut imaginer comme institution autour. Mais bon, on a créé donc je ne vais pas dire ministère, le ministre d'État a été donc nommé pour gérer cette affaire. Mais quand on regarde le processus qui va nous conduire au Forum national de la réconciliation, avec même la création de nouvelles institutions à l'intérieur de ce ministère-là, on se pose la question de savoir jusqu'à où on va aller. Donc moi, j'ai eu l'impression simplement qu'on a juste voulu gonfler un truc qui ne vaut pas la peine. Finalement, ça occupe l'actualité inutilement. Alors que bon, on ne doit pas perdre de vue certaines choses comme celle dont on vient de parler, cette question terroriste qui est quand même en premier ordre de priorité. Donc finalement, on a l'impression qu'on risque d'aboutir à rien. J'attends de voir donc les conclusions, ou du moins même la tenue de ce Forum national sur la réconciliation, qui est prévu donc en 2021. On espère que ça va se tenir donc avant la fin de l'année. Le candidat Rochma Christian Kaboré avait dit que les 6 premiers mois de sa réélection... Donc en principe, c'est en fin juin, donc en temps normal. Si on doit
doit donc respecter ce timing du chef de l'État. En fin juin, on devait donc finir avec cette question de réconciliation et passer à autre chose. Mais tout porte à croire qu'on n'en est pas là, parce que quand on regarde un peu le programme que le ministre d'État est en train de dérouler, ça suppose effectivement qu'on va aller largement au-delà de cela. Je me demande même si d'ici 2022-2023, on ne serait pas toujours là à parler donc de réconciliation. Oui, Abdoulaye Bari, faut-il donc désespérer de ce processus de réconciliation nationale au Burkina? Bon, en tout cas, ça ne semble pas susciter trop d'espoir, hein, comme on pouvait s'y attendre dès le départ. Pour moi, je pense que ici, sur le format, on est en train de s'éloigner de ce qui pourrait être un bon modèle pour le Burkina Faso. Parce que moi, j'ai suivi la dernière rencontre du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. Lorsque vous dites à ceux qui sont en exil de rentrer dans leur propre pays, mais par contre, ceux qui ont des dossiers à la justice, d'aller à la justice directement, pour moi, ça pose un problème on va dire, est-ce qu'on peut s'engager dans une dynamique de réconciliation nationale qui suppose que, bon, on va demander aux uns de pardonner et aux autres aussi de demander pardon, être dans cette dynamique et dire aux gens, bon, si vous venez, allez-y devant la justice. Donc, pour moi, il est important de savoir que cette justice classique-là, on ne peut pas la concilier avec la dynamique, le projet politique de réconciliation nationale. Ce n'est pas possible. Soit on choisit peut-être, je ne sais pas, une justice transitionnelle, comme mon cher ami Albert l'aime bien. La justice, soit on a une justice transitionnelle qui, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Soit on choisit la justice, soit on choisit la réconciliation. En tout état de cause, la réconciliation nationale est une initiative politique qui ne peut pas être conciliée avec la justice parce que les gens se reprochent quelque chose, ils ont peur de quelque chose, ils sont partis. Vous leur dites, bon, on est en réconciliation, mais venez. Venez comme il y a la réconciliation, néanmoins vous allez partir devant la justice. Pourquoi sont-ils partis? Ils sont partis parce que bon, ils ont peur de cette justice-là. Pour moi, ça peut être difficile, mais il est important de s'arrêter et de dire qu'il est important à ce carrefour de l'histoire-là, qu'on se dise que la réconciliation-là, c'est une affaire de cœur, qu'on doit se demander pardon. Il y a eu des crimes de sang, il y a eu des crimes économiques, ou si on ne veut pas aller au pardon, qu'on aille à la justice, mais en faisant en sorte que, s'il y a justice, que ce qui est arrivé ne se reproduise plus jamais dans l'histoire du Burkina. Mais par contre, on ne peut pas dire que bon, on va aller à la réconciliation, mais ceux qui doivent être jugés, ils seront jugés. Pour moi, il est très difficile de concilier les deux éléments. Oui, Albert, et avec cette feuille de route, on a des comités de suivi, on a des comités de rédaction, on a beaucoup d'autres choses finalement pour... la ménagère de Karpala, c'est très compliqué à comprendre. Oui, je pense que le ministre d'État Zéphirin Diabré lui-même se rend compte, hein, même s'il ne le dit pas, je crois qu'il se rend compte que la tâche devient de plus en plus difficile et puis c'est ambigu. Moi, à mon niveau, c'est confus, je n'arrive pas à suivre personnellement la démarche. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme on le dit, on a beau impliquer les OSC, on a beau faire tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais il y a un problème. Non seulement du point de vue des institutions, le H-Kroun est en fin de mandat. Le président du FASO dit que le H-Kroun a fait un travail important en ce qui concerne la réconciliation. Le H-Kroun est en fin de mandat. On ne sait pas si le H-Kroun sera reconduit ou le H-Kroun sera dissous. Le H-Kroun est rattaché à la présidence du FASO. On crée le Conseil national d'orientation qui sera constitué également de personnes ressources avec titre consultatif, qui est plutôt rattaché maintenant au Premier ministère. Alors que Zéphirin Diabré, lui, son ministère est auprès de la présidence du FASO également. Mais quand on va plus loin, on met en place une équipe pour écrire la stratégie de la réconciliation nationale qui sera soumise au Conseil et au Forum national de la réconciliation, qui sera validé. Bon, le travail du Forum national de la réconciliation va consister à quoi maintenant? Autre chose, quand je regarde, j'entends par exemple dans la semaine parce qu'il y a des partenaires techniques et financiers dans cette affaire. J'ai dit non, ils ont même cité le nom du PNUD. La réconciliation, c'est une affaire quand même, si on doit la tenir, elle est souveraine et elle doit s'inspirer des mécanismes traditionnels ou des valeurs propres aux réalités burkinabées. Bon, on connaît tous comment ça marche les PTF. Le partenaire ne va pas venir donner 5 milliards et vous regardez, il va vous imposer quand même des démarches à suivre pour remplir les conditions, pour bénéficier des 5 milliards ou utiliser les 5 milliards. Et là, on serait en train de s'éloigner encore de notre réconciliation qui devrait être une affaire purement nationale. Bon, moi je dis, pour faire cette réconciliation, si véritablement le président du FASO veut, c'est très simple. Aujourd'hui, un conseil extraordinaire
rien que sur la réconciliation nationale, le lendemain, fait nous sortir au moins une dizaine de décrets avec beaucoup de courage. Quand je dis courage, c'est des décrets qui vont mettre fin peut-être à certaines choses qui sont là depuis longtemps et puis qui nous fatiguent beaucoup. Quand je prends l'exemple d'Isaac Zida au Canada, c'est quoi son problème avec la justice? Parce que la hiérarchie militaire a déposé, je ne sais pas moi, il y a une plainte pour indiscipline, c'est ça? Bon. Désertion en temps de paix. Est-ce que pour cette raison, ça nous empêche aujourd'hui de trouver une formule qui peut faire entrer Isaac Zida, quitte à ce que les autres problèmes, on peut les régler à l'interne entre nous, ou on va maintenir le monsieur peut-être à l'extérieur pour ce que nous, c'est désertion en temps de paix, c'est ça? Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres exilés? Il y a un qui est décédé la semaine passée, de passage on rend hommage à sa mémoire. Le professeur Assimi Kwanda. Est-ce que ces cas, par exemple, on a besoin de tirer jusqu'à un certain moment pour dire qu'on veut imposer la justice? Il y a des cas des gens qui étaient dans la même situation que Assimi Kwanda qui sont rentrés. Luc Adolphe Thiaw, l'ancien premier ministre, il est passé par la Côte d'Ivoire avant de venir. Il est passé devant les tribunaux. Il était même candidat aux élections législatives passées, ou bien. Mais c'est le même gouvernement, c'est lui-même qui dirigeait le gouvernement dans lequel Assimi Kwanda était. Donc en réalité, ce qu'on peut reprocher à Luc Adolphe Thiaw, c'est ce qu'on peut reprocher également à Assimi Kwanda ou Salif Lamoussa Kaboré ou bien d'autres. Maintenant, s'il y a d'autres raisons qui font que nous, on ignore le fait qu'ils ne rentrent pas, ça peut peut-être se discuter entre eux. Donc pour moi, il faut que le président du Faso ait le courage de prendre certains décrets et de quitter dans cette affaire de 2 poids 2 mesures. On veut justice, mais on veut réconciliation. On veut justice, on veut réconciliation. Ça ne peut pas. On a toujours dit pour faire des omelettes, il faut forcément casser des œufs. Acceptons de sacrifier une partie pour aller à la réconciliation, ou on hypothèque la réconciliation et on va véritablement à la justice. Sinon, aujourd'hui, on est en train d'organiser véritablement des trucs où on ne se retrouve plus. Je vois le président du Faso qui doit aller dans les 45 provinces du pays. Est-ce que c'est possible? Ils ont prévu de faire des conseils des ministres à l'intérieur du pays. On n'a jamais vu. Le président du Faso, ces 2 campagnes, il les a faites toujours au niveau régional, pas provincial. Je ne sais pas si cette fois-ci, ce serait possible d'aller dans les 45 provinces du pays. Zéphirien Diabré était dans la région du Sahel. On a l'impression qu'on dilapide le peu de ressources que nous avons que de vouloir l'utiliser à bon escient pour faire véritablement quelque chose d'important. Boukari Oba, on dilapide le peu de moyens qu'on a, on mobilise des moyens, des ressources financières, humaines et matérielles pour peut-être si peu de résultats. Évidemment. Je crois que si l'argent de la réconciliation pouvait servir à sécuriser un tant soit peu davantage le pays, cette région du Sahel et bien d'autres régions, ça aurait fait, de mon avis, beaucoup plus de bien à notre pays. Et vous savez très bien ma position, je l'ai toujours répété ici, ça c'était à une époque que je n'étais pas d'accord avec cette démarche de réconciliation nationale. J'étais de ceux qui disent que nous ne sommes pas à une fracture qui demande une réconciliation nationale. J'entends réconciliation nationale et on a des exemples des pays. Quand on parle de la réconciliation nationale en Afrique du Sud, on va vous parler d'une question raciale. Quand on parle de la réconciliation nationale au Rwanda, on va parler d'une question ethnique. Vous comprenez? Donc quand dans un pays, un groupe s'en prend à un autre parce qu'on est de religions différentes. Un groupe s'en prend à un autre parce qu'on est de régions différentes. Un groupe s'en prend à un autre parce qu'on est de races différentes. Un groupe s'en prend parce que. C'est-à-dire là, il y a une question identitaire dedans. Là, ça touche la question nationale. Mais dans un pays où des gens sont divisés sur des questions politiques, éminemment politiques, ou bien des questions, j'allais dire, de crimes à la limite de crimes ordinaires, on ne peut que se fier à des tribunaux de droit commun pour gérer la question. Et laisser aux politiciens, moi, j'aurais été d'accord, parce que c'est vers ça on va. J'aurais été d'accord qu'on dit tout simplement réconciliation politique. Et ne pas nous parler de réconciliation nationale. La réconciliation politique, effectivement, parce qu'il y a une déchirure entre des acteurs politiques. Et on n'aurait pas eu besoin de dire on va brasser là, c'est depuis 1960 jusqu'à nos jours. C'est ce que Blaise a fait en 2001. Non. On a un problème concret. Ce qui s'est passé en 2014, on résout ça comment entre nous acteurs politiques. On trouve la solution et on continue de marcher. Mais quand on dit forcément que ça doit être une réconciliation, j'ai dit la situation qu'on a vécue au Burkina là, je ne connais pas un cas similaire où c'est à peu près les mêmes problèmes et qu'on est allé vers réconciliation nationale. Ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, le président dit on va faire le triptyque
vérité, justice, réconciliation. Je ne sais pas si on parle le même langage. Parce que quand moi je prends le triptyque, vérité, justice et réconciliation, justice qui est dans le triptyque, ce n'est pas la justice des tribunaux. Je ne sais pas si le président se trompe là-dessus. Ça ne peut pas être la justice des tribunaux. On ne peut pas prendre la justice des tribunaux, venir mettre dans le triptyque vérité, justice et réconciliation. C'est une démarche de réconciliation qui a sa forme de justice, qui est tout autre que la justice des tribunaux. Mais si vous voulez faire marcher les deux choses parallèlement, vous voulez faire passer des gens devant des tribunaux de droit commun, les juger, donc prononcer des peines, les condamner. Et vous voulez faire la réconciliation avec ces personnes. Ça ne marche pas. En tout cas, pas concomitamment. C'est l'une après l'autre. Soit aujourd'hui on dit c'est justice, c'est-à-dire les dossiers de crimes qui sont en instant là, on va les vider. On se donne peut-être 1 an, 2 ans, on va les vider. Quand on aura fini de les vider, on prend 1 an pour se préparer, on dit on va faire la réconciliation. En ce moment ça marche. Mais vous ne pouvez pas vouloir faire réconciliation et puis justice au même moment ça ne marche pas. On est en train de vouloir faire rentrer Blaise Compaoré. On le fait rentrer pourquoi? Pour aller répondre du dossier Thomas Sankara ou bien pour venir à une place publique devant un comité pour parler de réconciliation nationale. On ne sait pas. Je crois qu'on est bien perdu et moi je n'attends pas grand-chose de ce processus-là qui est en cours. D'accord, on va aller rapidement au 3e sujet de débat, notamment la France qui passe à l'action Abdoulaye Bari, après avoir menacé de suspendre sa coopération militaire avec Bamako, une décision qui fait suite au second coup d'État des militaires à la tête du Mali depuis un moment. Est-ce que vous comprenez cette décision? Y a-t-il des raisons inavouées, peut-être inavouables? Bon, oui, je comprends cette décision. J'ai échangé avec des sources proches du Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères française, pour comprendre pourquoi cette décision est maintenant. Il est important de dire qu'on est dans un cadre de ce qu'on appelle le partenariat militaire de coopération transfrontalière, dont la France a signé ce partenariat en novembre 2015 au Burkina, avec les 5 pays donc, du G5 Sahel, qui consiste donc à des patrouilles, à des conjointes avec les différents pays. On sait que la première opération transfrontalière a eu lieu en 2014 avec les armées françaises, maliennes et mauritaniennes à la frontière avec donc la Mauritanie. Donc, c'est des armées qui se retrouvent sur le terrain avec des patrouilles conjointes, mais des opérations conjointes également. Ça se comprend. C'est un cadre juridique donc qui fixe les différentes opérations militaires. Et pourquoi la France a pris cette décision? D'abord, il s'agit d'une décision qui vise à obtenir une certaine clarification, de la position du Mali par rapport à certains principes démocratiques, mais aussi par rapport à la position du futur Premier ministre, notamment Choguel Kokala Maïga. On sait que sa position vis-à-vis de la rébellion Touareg et donc des accords d'Alger signés en 2014 entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés, sa position est contraire à la dynamique en cours. Choguel est contre l'accord d'Alger et donc il a avoué pendant 5 ans, à plusieurs reprises, il a dit qu'il est contre. Pour lui, l'accord d'Alger, tel que signé en 2015, donc, vise une certaine partition du Mali. Or, on sait que la communauté internationale, la France en tête, qui a mobilisé donc sa diplomatie, est pour cet accord. Et donc, aujourd'hui, selon donc les sources auprès du ministère français des Affaires étrangères, il est important d'avoir des gages avec le Premier ministre, mais aussi les nouvelles autorités maliennes. Mais je pense que cela est arrivé parce qu'on a vu le vendredi dernier, Choguel Maïga, dans une déclaration, c'est ce que la France attendait véritablement. Ils ont dit qu'ils ont besoin d'une déclaration de la part de lui. Et il a fait cette déclaration place de l'indépendance donc du Mali à l'occasion de l'an 1 donc du mouvement du M5 qui a conduit à la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il a dit effectivement le Mali va respecter tous les engagements internationaux. Donc voilà, ces engagements pour lui ne sont pas contraires. Donc on va dire que la France a obtenu de Choguel Maïga une certaine clarification de sa position. Le deuxième élément, la France a besoin aussi d'une certaine clarification de la part des nouvelles autorités en place à Bamako, notamment le colonel Assimi Goïta. Est-ce que l'agenda électoral, le calendrier électoral sera respecté? Parce que la France, en tant que partenaire, veut avoir une idée
clair de ce calendrier. Agenda, oui. Un autre élément, c'est surtout la France a à gérer avec son opinion publique nationale. On ne peut pas comprendre, en tout cas cette opinion ne peut pas comprendre que la France soit engagée aux côtés du Mali encore, pendant que, je vais reprendre ce qu'un diplomate français m'a dit, on ne peut pas être là pendant que chaque 3 mois on a un coup d'État. Or, les principes démocratiques pour l'opinion publique française, c'est des éléments importants. Donc, on va dire que la France a décidé de suspendre donc son partenariat. C'est des mesures conservatoires, hein, parce oui, que elle a besoin. Ils vont observer pendant un moment et ensuite, si l'évolution de la situation sur le terrain le commande, la position pourra être revue. Oui, bien évidemment, il s'agit d'une pression pour obtenir une certaine clarification de la position des nouvelles autorités maliennes, parce qu'on est dans une dynamique de processus, c'est un processus électoral qui devrait aboutir donc à un début de démocratie au Mali. Donc la France avait besoin d'avoir des éléments clairs sur ce processus-là. Oui, Albert Nagrego, est-ce que cette décision peut avoir des conséquences sur la lutte contre le djihadisme au Sahel? Si on sait que Barkhane se retrouve en solo aujourd'hui, en train de mener la lutte contre le terrorisme. Je pense que ça concerne la coopération bilatérale avec le Mali, mais dans le G5 Sahel, Barkhane maintient sa place. Ça veut dire que là, c'est toujours le Burkina, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est la zone des 3 frontières. Donc je pense que ce n'est pas une décision qui a une incidence directement sur la lutte contre le G5 et le terrorisme par le G5 Sahel. Maintenant, la coopération militaire, peut-être, c'est nécessairement les instructeurs qui arrivent pour les formations ou d'autres assistances qu'on donne à l'armée malienne, les formations ou les patrouilles. Voilà. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que cette décision-là pourrait avoir effet également. Mais maintenant, est-ce que, au-delà de... Là où j'ai dit la France joue souvent le truc, parce qu'aujourd'hui au Mali, ce n'est pas forcément le pays qui a une bonne cote, parce que dans l'opinion, ça ne passe pas trop. Et donc, prendre de telles décisions, ça n'émeut vraiment pas le citoyen lambda, peut-être au sommet. On peut se dire que oui, la France peut ouvrir des portes dans certains niveaux, que ce soit dans des institutions ou à certains partenaires. Bon, mais je pense qu'il y a un véritable problème. Il faut que la France reconsidère sa position, parce que la CEDEAO aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, a acté le coup d'État de Assimi Goïta, le coup d'État dans le coup d'État. Donc les chefs d'État du G5 Sahel également, jusqu'à présent, personne n'a branché également. On s'est dit également que... Non, le communiqué de la CEDEAO condamne le coup d'État avec fermeté, mais même si derrière on dit qu'on accompagne... Oui, ça c'est le principe. Oui. Et, seulement qu'il faut nommer un Premier ministre qui est civil, il faut également organiser les élections à bonne date. Donc en quelque sorte, c'est comme si on dit, bon, on te donne notre bénédiction. On ne va pas le dire comme ça, mais c'est une condamnation de principe. Donc aujourd'hui, le président Macron se retrouve seul à prendre des décisions pareilles. C'est vrai que la Banque mondiale, j'apprends également que menace aussi de mettre en exécution d'autres sanctions et d'autres institutions aussi. Mais ce que je retiens, c'est que la France devrait essayer de jouer à l'apaisement pour aider le Mali surtout à aboutir à un processus démocratique, que de prendre des décisions pareilles à cette époque-là, parce que ça peut passer, comme ça peut ne pas passer, et ça peut contribuer à rendre impopulaire encore son influence en griffe sur le Mali. Oui, et Boukari Bouba. Non, je fais le constat que comme le coup d'État constitutionnel au Tchad, le coup d'État de Assimi Goïta également vient de passer. Le deuxième coup d'État, et je pense que depuis août déjà, avec la nomination du président de transition qui était Ba Ndao, pour moi c'était déjà une transition militaire. Ils l'ont imposé ainsi, et puis plus tard, ne s'entendant pas donc avec ce colonel-major à la retraite, ils l'ont mis de côté et ils ont pris leur affaire eux-mêmes. Je crois que c'est un barreau d'honneur que la France est en train d'exprimer là. Abdoulaye vient de donner tout de suite les tenants d'une telle menace qu'ils ont déjà mise à exécution. Mais vous savez, les décisions de la France, ce n'est pas les décisions officielles qui font peur. Ce n'est pas quand la France dit « j'ai fait ça » qui fait peur. C'est ce qu'elle ne dit pas et qu'elle est capable de faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que la France peut faire au Sénégal, du moins au Mali, pardon, mais sans l'avoir annoncé officiellement. Donc, s'ils veulent faire mal au Mali, s'ils veulent faire créer des difficultés à la junte en place, la France a toutes les manettes.
parce qu'il y a quand même bien de territoires de parties du Mali qui, sans être sous le contrôle de l'État central, voilà, est presque gouverné par l'armée française, en tout cas si elle le veut bien. Donc je crois que cette position-là, ça va amener les deux parties certainement à s'accorder et bientôt ils vont reprendre. Si la France dit que ça pourra être revu, c'était justement pour dire que la porte n'est pas fermée. C'est juste une menace en passant. Une pression, oui. Paul Mikirwamba. Je pense que cette sanction de la France là n'a d'effet que de permettre donc aux autorités de Bamako de clarifier leur position. Parce qu'en réalité, c'est une déclaration de mon point de vue politique et en même temps diplomatique. Quand on dit qu'on suspend la coopération nationale avec Bamako, avec le Mali, je crois que c'est un jeu de mots. Parce qu'en réalité, on aurait donc dit que les choses changent entre la France et le Mali si la France s'était retirée, même jusqu'à rappeler son ambassadeur et tout. Mais on a toujours l'impression qu'il y a des intérêts à défendre. Là, on dit, bon, il n'y aura plus de coopération militaire entre la France et le Mali, mais on reste toujours à Bamako dans le cadre donc, du G5 Sahel, dans le cadre donc, de la force Barkhane avec les autres États. Donc c'est comme si on veut une chose et son contraire à la fois. Maintenant, dans cette histoire, je crois que la France est en train d'observer, c'est comme si elle, la mère patrie, au niveau donc du Mali, en tant qu'ex-colonisatrice, on va dire ainsi, veut donc être au chevet du Mali, respecter les principes, parce que le président Emmanuel Macron l'avait dit, on ne peut pas être toujours aux côtés d'un pays où il n'y a ni démocratie, ni transition, etc. Donc ce sont des choses de façade, je crois bien, qui ne vont rien donner du tout, mais il faut peut-être s'attendre à ce que la France revienne en force autrement au Mali quand on verra que la situation politique va prendre de nouvelles tournures. Sinon, il y a le risque effectivement de cette montée du sentiment anti-français qui existe déjà. Et je crois que si cette sincérité de la France était donc expérimentée au Mali, peut-être que les autres pays voisins et même toute l'Afrique francophone va observer pour voir ce qu'on ne fera pas pareil avec donc la mère patrie pour avoir une certaine autonomie, aussi bien sur le plan politique, mais surtout sur le plan militaire, surtout dans un contexte qu'on connaît qui est marqué par le terrorisme au Mali. Oui, Abdoulaye Bari. Bon, une précision d'abord sur les décisions de la CEDEAO. C'est vrai que beaucoup de personnes s'interrogent sur le fait que le Mali n'a pas été sanctionné au plan économique. Il est important de signaler que la suspension du Mali par la CEDEAO est la plus importante sanction que la CEDEAO peut prendre au regard de ces textes. Il n'existe aucun paragraphe dans les textes de la CEDEAO qui permettent à la CEDEAO, par exemple, de sanctionner économiquement le Mali comme on l'a fait en août, par exemple. On a asphyxier le peuple malien en août. C'est une décision de la CEDEAO qui viole ses propres textes. Pour revenir au cas de la France, il est important aussi de signaler que la France va à des élections présidentielles l'année prochaine, donc en 2022. Emmanuel Macron, candidat à sa propre succession, il a besoin de rassurer sa propre opinion nationale parce que cette opinion, tout comme les opinions publiques africaines, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est des opinions qui ne comprennent pas la présence aujourd'hui de 5100 hommes au Sahel avec des résultats qui sont à la limite, on ne va pas dire mitigés, mais des résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc il avait besoin de rassurer donc lui-même sa propre opinion nationale, mais ce qui est important aussi, il est important de savoir que la France ne peut pas se retirer du Sahel comme ça, sinon ça va être un échec diplomatique et militaire pour la France elle-même parce que sa présence au Sahel est la plus importante opération extérieure française aujourd'hui dans le monde. Oui, en 2 minutes, on va peut-être parler de la Côte d'Ivoire et peut-être que la semaine prochaine on reviendra encore sur la Côte d'Ivoire, Albert Nagrego. La Côte d'Ivoire qui s'apprête à accueillir son ancien président Laurent Koudou-Gbagbo qui doit rentrer, on annonce je crois son retour pour le 17 juin. Et est-ce que c'est un geste qui participe à l'apaisement en terre de Burundi? Oui, on l'avait déjà dit, parce que ça va nécessairement contribuer à la réconciliation nationale également, qui est très attendue, mais aussi ça permet au président Alassane Ouattara de se refaire, je ne sais pas, une bonne santé morale ou bien vis-à-vis de santé politique. Politique et morale à la fois, parce que le fait d'avoir envoyé des Ivoiriens
pas aussi des Ivoiriens, des cadres politiques dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, tu ne peux pas écrire l'histoire politique de la Côte d'Ivoire sans parler de Laurent Gbagbo. Dans une moindre mesure, Blé Goudé également. Et vous avez vu le sondage cette semaine qui montre que Laurent Gbagbo est 2 fois plus populaire que Alassane Ouattara. Bon, c'est des sondages qui ont été réalisés et repris par les médias au niveau national et international également. Donc on comprend que on a ça sur la conscience parfois, parce que la justice à la CPI, on n'a pas pu condamner Laurent Gbagbo et l'a acquitté. Donc est-ce que quelque part il n'y a pas eu de l'arbitraire? J'ai envoyé quelqu'un à la CPI qui n'avait pas forcément besoin d'aller jusqu'à la CPI pour être jugé. Donc aujourd'hui, en quelque sorte, on a ce passé-là qui est aussi qu'on veut se réconcilier avec son passé. Ça, c'est un élément. Et la réconciliation aussi, c'est très important, comme on l'a dit, parce que quand on regarde le discours de Laurent Gbagbo ces derniers temps, c'est pas l'homme engagé politiquement, mais c'est l'homme qui tente d'arrondir les angles. Peut-être l'homme qui 74 ans. Voilà, peut-être que c'est l'homme qui veut une certaine sagesse. C'est l'homme qui veut se revêtir du manteau de la paix, de la réconciliation. Donc aujourd'hui, revenir en Côte d'Ivoire, il pourrait être peut-être ce patriarche-là également qui va essayer de concilier les différents bords politiques qui sont parfois tirés entre les jeunes et puis les plus anciens. Oui, Barry, juste 30 secondes. Oui, 30 secondes, il est important. C'est un élément important dans le cadre de la dynamique de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais il est important de signaler que la date du 17, ce n'est pas évident qu'elle soit tenue. C'est possible. Pour des raisons objectives. Laurent Gbagbo est en instance de divorce avec Simone Gbagbo, son épouse, la première épouse. Et elle est à la résidence de la Riviera. Laurent Gbagbo était censé abriter là-bas. C'est la résidence qui a même donc d'abriter un ancien chef d'État. Or, ils sont en instance de divorce. Alors, il y a eu des échanges entre le camp Ouattara et le camp Laurent Gbagbo pour lui réserver une résidence digne de ce nom. Et finalement, la résidence de Nadi Bamba, qui serait donc aux 2 plateaux, serait la résidence qui devrait l'abriter, mais c'est une résidence qui est en travaux. Les travaux ne peuvent pas finir donc avant le 17, sauf si Laurent Gbagbo décide de rentrer malgré tout pour aller dans une petite villa quelque part, ce que les autorités ivoiriennes ne veulent pas forcément. Paul, 30 secondes également. Alors, il est important, comme Albert l'a dit, que Laurent Gbagbo revienne donc à Abidjan pour des questions de réconciliation. D'abord, il a été acquitté par la CPI, tout le monde le sait, sa place à Abidjan. Mais il y a des risques par rapport à son retour. On a vu effectivement le débat entre ses partisans, notamment du FPI et les autorités d'Abidjan, qui voudraient que ce soit un retour en catimini. De l'autre côté, on veut faire un peu du triomphalisme autour de son retour, parce que c'est quand même un héros politique. Il y a également de l'autre côté les victimes de la crise post-électorale qui souhaitaient que Laurent Gbagbo soit conduit directement à la maison d'arrêt de connexion d'Abidjan. Oui, puisqu'on a vu des mouvements à Abidjan ces derniers jours. Fait. Donc c'est un peu du tout, et je crois qu'il appartient maintenant aux autorités ivoiriennes de faire en sorte de bien doser toutes ces tendances-là pour faire en sorte que le retour de Laurent Gbagbo ne soit pas objet d'une autre crise, parce qu'on sait comment ça se passe en Afrique, quelquefois il y a des rassemblements, etc., et ça peut créer d'autres problèmes. Et on espère en tout cas que tout va bien se passer. Bon, moi je pense évidemment que la date du 17, parce qu'elle a été annoncée par le FPI, va être cette fois-ci tenue par rapport aux précédentes dates qui avaient été annoncées, et sans que l'on ne voit venir Laurent Gbagbo à Abidjan. Attendons de voir. Boukari Oba, certainement que le sable nous dira ce qui va se passer. Désolé, on est pris par le temps. Merci à tous les 4 d'être venus. Abdoulaye Barry est journaliste indépendant, analyste politique. Albert Nagrego est journaliste éditorialiste et directeur publication de Livre Info, un site d'information en ligne. Paul Miki Rwamba est directeur général de LCA, la télévision, la chaîne africaine. Il est éditorialiste et analyste politique. Et Boukari Oba est directeur des rédactions de Mutation, un journal d'investigation, éditorialiste et analyste politique. Merci à tous les 4 d'être venus. Merci à vous également pour votre attention à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.